vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On peut sortir des sentiers battus et bifurquer sur ce chemin rocailleux vers l'aventure. Et on peut aussi aller chercher ses enfants à l'école. Pour la vraie vie, nouveau Dacia Duster est disponible en version 4x4 ou full hybride pour s'adapter à chacun. Nouveau Dacia Duster est à partir de 19 990 €. Venez l'essayer dans le réseau Dacia pendant les jours essentiels du 16 au 20 janvier. Prix constructeur conseillé pour nouveau Duster Essential EcoG100 4.2 hors option. Conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Je vous ai mis une petite musique de côté pour vous et les vraies voix. On l'écoute ? Oui, on l'écoute. Ça, c'est parti. Ah. Ça, Vous reconnaissez ? Je reconnais. Elvis Presley. Vous savez pourquoi ? C'est 90 ans. Il aurait eu 90 ans aujourd'hui, Elvis. Il était né le 8 janvier 1935. Et donc, le King, comme on l'appelait, aurait eu 90 ans. Et ça fait toujours du bien d'entendre du Elvis. Même Elvis, c'est 47 fabuleux. ans, 48 ans bientôt après sa mort. Vous aimez Elvis, Philippe ? J'adore Elvis. Ah bon ? C'est quoi votre chanson préférée ? On pourrait faire un quiz sur les Beatles, Elvis, Jean-Jacques Goldman. J'aurais peut-être mes chances. Peut-être. Et je me souviens d'un récital que m'a fait Philippe David dans le bureau Kay Kennedy, m'a chanté un nombre de chansons d'Elvis et assez remarquablement. Qui ça, Philippe David ? Oui, Philippe David. Ah bon, d'accord. Il imite à la perfection. Non, je n'imite pas. Non, Vous j'imite n'étiez pas alcoolisé à l'époque. Il m'a fait des déhanchements extraordinaires. Surtout des dérangements. Ready now, go cat go, but don't you step on my blue sweet shoes. C'est le karaoké des vraies voix. C'est la bienvenue. Non, mais il aime la C'est bonne comme musique, The Voice. Mais pardon, je me retourne pas, Philippe. Je suis désolée. Ça m'étonne pas de vous. En tout cas, bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h aujourd'hui. Allez, au sommaire de cette émission, Bruno Retailleau remet le voile dans le débat public. Le ministre de l'Intérieur propose de l'interdire lors des sorties scolaires pour les accompagnatrices. C'est l'école hors les murs, justifie l'ancien chef de file des sénateurs LR. Alors parlons vrai. Est-ce que la loi de 2004 qui prohibe les signes religieux ostentatoires à l'école est suffisante ou faut-il aller plus loin ? Et à cette question, le port du voile lors des sorties scolaires doit-il être prohibé ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir ? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Nicolas Cadenne sera avec nous, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et auteur de La laïcité pour les nuls, et en finir avec les fausses idées sur la laïcité aux éditions de l'Atelier. Et puis à 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Elon Musk se mêle de tout, y compris des élections en Europe. Il accuse le Premier ministre britannique de complicité avec un réseau pédocriminel, soutient le parti d'extrême droite allemand, AfD, en vue des élections législatives. Alors parlons vrai, est-ce que les tweets d'Elon Musk peuvent être assimilés à de l'ingérence vu sa proximité avec le futur locataire de la Maison Blanche ? Et à cette question, Musk est-il devenu incontrôlable ? Vous dites non à 86%, vous voulez réagir ? Aude, qui n'est absolument pas incontrôlable, vous répondra au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et avec Françoise de Goa qui est avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. J'ai un peu honte parce que moi j'ai toujours été assez indifférente à Elvis Presley. J'allais vous le demander. C'est incroyable. C'est logique, elle n'a pas très bon goût généralement. Non, moi j'adore les Beatles, Goldman, etc. Il ne me touche pas, ça ne me touche moi non pas. plus, c'est pareil. Sa musique vous ne l'aimez me pas, touche pas, Cécile ni son physique. J'ai toujours trouvé grassouillé, pas beau. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas C'est pas ma votre- came du tout. Mais Alors que les Beatles, bien sûr, et Goldman, Mais évidemment. je trouve que Elvis est un chanteur Je exceptionnel. n'aime pas sa voix, Ah oui c'est marrant, rien ne me touche chez lui. Sébastien Ménard. Sébastien Bénard, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Stop. Ça fait un peu suranné Elvis Presley, mais ça fait aussi partie du patrimoine musical, Ah oui. je dirais mondial. Ah bah oui, c'est Donc énorme. j'ai envie de vous dire, Françoise de Goua, on ne peut pas ne pas aimer Elvis Presley. Si. Après, c'est générationnel, hein, C'est pas que je ne l'aime pas, c'est qu'il ne me touche pas, il m'indiffère. Par contre, les Beatles,
Évidemment. C'est un peu plus contemporain, tout petit peu plus contemporain. L'avantage des Beatles, c'est que ça traverse les années, alors que c'est très marqué, Elvis Presley. Vous trouvez musicalement, c'est très marqué. Alors que les Beatles, c'est tout petit. Elvis, il y a des chansons. En même temps, Elvis a tout fait. Elvis n'a pas fait que du rock, il a fait beaucoup de variétés, Non, etc. mais il a vraiment tout révolutionné. Je n'enlève rien, effectivement, Oui, à la mais je grandeur comprends. révolutionnaire de cet les homme, amis, mais bon. bienvenue c'est le dimanche dans à les vraies 16h. voix de la musique. Exactement. Le Loft Musique avec Philippe On fait David. ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'il a, ce réalisateur là? C'est vrai, non, mais un vrai Maxime. dictateur, Mais- Maximus, là, plein Excusez-moi, d'astuces. ce réalisateur Maxime se rebelle parce qu'on lui a donné un micro. Voilà. Ah, vous êtes super bien fait. hein, Voilà, ceci c'est dit. ça. Il est drôle, il est Et donc il nous remet des cœurs cœurs parce qu'il nous reste 1 minute 40 pour accueillir On est déjà en retard. Basile qui nous appelle de Rouen. Bonsoir, Bonsoir, Basile. Bonjour, Comment ça va Basile? bien et vous? Ah bah écoutez, moi ça va plutôt très bien. Vous avez un petit coup de gueule à pousser aussi, Basile, aujourd'hui. Tout à fait, hier c'est quand même une journée particulière, c'était un malheureux anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et j'ai été très surpris du choix éditorial de certains médias de préférer remplacer leur soirée à parler de la mort de Jean-Marie Le Pen, voire à y faire un hommage, alors que c'est un homme profondément abject et un criminel de guerre qui a torturé des gens, qui a été antisémite, islamophobe. Alors, criminel de guerre, il n'a pas été condamné pour crime de guerre. Hein. Ouais. Il a été condamné Attention. tellement de fois pour racisme et antisémitisme. Mais pas pour crime de guerre. Pas pour crime Non, de bien guerre. sûr que Après, il ne faut oui. pas Mais lui pas rajouter tant de fois. déjà ce qu'il a sur le dos. Non. Et vous trouvez que finalement cette date anniversaire de Charlie Hebdo a été peut-être un peu trop ignorée Et par passé rapport à à la. l'as, comme Oui. on dit un peu trivialement. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoutez, Et vous restez. mais ça se défend, hein, c'est vrai, il a raison. hein. Basile a raison sur ce plan-là. On a parlé à partir de midi hier que Ouais. de la mort de Jean-Marie Le Pen. Oui, moi je suis d'accord. Après, est-ce que c'est un choix éditorial? Les choses en réalité s'imposaient parce que Jean-Marie Le Pen est ce qu'il est, mais de toute façon, c'est vrai que c'est On n'a pas le un choix. monument diabolique en fait de la Ve République qui est tombé. Et moi, j'entends tout à fait ce que vous dites. J'étais extrêmement heurté. En revanche, non seulement qu'on consacre pas plus de temps à Charlie, et extrêmement heurté également des jeunes qui ont tiré des feux d'artifice place de la République pour saluer la mort de Jean-Marie Le Pen. Je trouve que c'est des choses qui ne peuvent pas se faire. On a battu Jean-Marie Le Pen dans les urnes, on a battu sa fille plusieurs fois dans les urnes, ça suffit, on doit se tenir en fait. Et je trouve que ça donnait une image détestable en plus de la gauche. C'est toute une petite partie de la gauche qui a réagi comme ça. Sébastien? La mort de Jean-Marie Le Pen est un événement politique majeur. Il appartient à l'histoire politique française. Pour moi, il était du mauvais côté de la manivelle, mais Ouais. je suis comme Françoise. Je pense qu'il faut respecter la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont fait l'histoire de France. En tout cas, Basile, nous on en a beaucoup parlé de Charlie Hebdo, énormément, et on en parlera bien entendu encore et encore. Basile, vous êtes notre vraie voix du jour. On est très content de vous accueillir, sachez-le. Merci. Et vous allez être là pour le qui c'est qui l'a dit. Absolument. Et vous allez perdre. Non, enfin, ça, ne dites pas des choses qui ne peuvent pas arriver, Sébastien Ménard. Allez, vous restez avec nous dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu, et puis le réquisitoire. Je vais parler de manière très narcissique des quelques expériences judiciaires que j'ai eues avec Jean-Marie Le Pen dans les alentours de 1984. Ah bah, c'est intéressant. Vous restez avec nous. Basile, merci d'être avec nous et merci à vous tous. On revient dans un instant. Coucou les amis, c'est Judith Belair. Je vous souhaite une très bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David et autour de cette table des vraies voix qui ne sont pas du tout d'accord. Philippe Bilger d'un côté, Sébastien Ménard de l'autre, avec Françoise Degois et vous au 0826 300 300. Mais c'est finalement ce qui nourrit le débat et c'est là que c'est intéressant. Dans un instant, mon cher Philippe, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Oui, Félix, vos 3 mots. Bonsoir tout le monde. Réhabilitation, annexion et sélection. On va parler du patron du CRIF, Jonathan Arfi, pour qui la mort de Jean-Marie Le Pen ne doit pas, je cite, marquer
marquer le début de sa réhabilitation. On va parler aussi de Donald Trump qui imaginerait bien les États-Unis absorber le Canada, tout simplement. Et puis de Didier Deschamps qui quittera les Bleus l'année prochaine. Ça y est, il a fixé la date, enfin en tout cas l'année, ça sera 2026, après 14 ans à la tête de la sélection. Est-ce que Zizou est dans les starting blocks? On ne sait pas. Ouais. Allez, tout de suite, le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur vos expériences judiciaires avec Jean-Marie Le Pen que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Je ne voudrais pas être trop long pour ne pas encourir le reproche de vanité, n'est-ce pas? mais je me rappelle avec une relative précision 2 procès qui avaient été très suivis médiatiquement, qui contre Libération et le Canard enchaîné, parce que ces 2 publications avaient reproché à l'époque à Jean-Marie Le Pen d'avoir torturé en Algérie. Et j'ai été le ministère public dans les 2 procès. Et dans le procès contre Libération, il est arrivé à 13h dans la salle d'audience, c'était la 17e chambre correctionnelle. Manifestement, il n'était pas dans son état normal. Je crois qu'il avait passé la nuit à fêter son anniversaire. Et avant même le début de l'audience, il a cherché à créer un incident artificiel. Je ne vous raconterai pas le détail, ça n'en vaut pas la peine, mais manifestement, il voulait que j'entende ce qu'il disait à ses avocats. Je n'ai pas pu faire comme si je ne l'entendais pas. J'ai réagi et j'ai exigé des excuses, ce qui a retardé l'audience de 5 à 6 heures. On a commencé le procès à 17h, 18h, et après, bizarrement, au lieu d'être tétanisé par cet incident, je me suis senti plus en forme, comme si nous avions vidé un contentieux qui n'avait rien de judiciaire. Il était à côté de moi, très proche, une densité physique et intellectuelle énorme. Évidemment, face à moi, j'avais Roger Olindre. Si ses yeux avaient été des pistolets, je pense que je ne serais plus là ce soir. Et donc, ça a été un procès... Qui était, pour ceux qui ne savent pas, était député des RN. proches de... D'accord. Et le procès a été passionnant. Et bon, mais ce qui m'a frappé, c'est la volonté qu'il a eue ce jour-là de créer véritablement un incident pour me déstabiliser et peut-être éviter que le procès se tienne. Françoise Degois. Oui, bah c'est Intéressant, je trouve que c'est intéressant ce biais-là de Philippe Bilger pour voir la personnalité en réalité qui était Jean-Marie Le Pen. C'est très important que vous insistiez sur la force physique, sur ce qu'il dégageait. Après, moi, je l'ai rencontré plein de fois, évidemment, en tant que journaliste, dans mon autre vie et dans mon autre radio. C'est vrai que c'est un puits de culture. Vraiment, comme on n'en fait plus, mais c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux en réalité, d'extrêmement rude, rude comme un menhir, mais extraordinairement dangereux et pratiquant la politique du chaos sans aucun problème. Il n'y avait pas de règles pour Jean-Marie Le Pen, et il y en a un qui lui ressemble de plus en plus. Étrangement, il a horreur qu'on dise ça de lui, mais c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon. Et les deux, quelle langue? Et le même langage, la même culture, une capacité incroyable à embraser les foules. La réalité, Jean-Luc Mélenchon, les mêmes méthodes que Jean-Marie Le Pen. Les mêmes. Sébastien Ménard. Il y a derrière la personnalité de Jean-Marie Le Pen les caractéristiques du showman, du performeur, du puncher, du gladiateur. Mais il sait à la fois, pour celles et ceux que moi j'ai pu croiser dans ma vie politique et qui sont aujourd'hui, je dirais, dans l'écurie de celle qui lui a succédé, Marine Le Pen, il y a effectivement 2 Jean-Marie Le Pen. Il y a celui qui peut être extrêmement poli, extrêmement prévenant, extrêmement généreux culturellement, politiquement, c'est-à-dire à expliquer, à raconter, etc., etc. Et puis il y a cette espèce d'odieux personnage qui est capable, je dirais, de toutes les fantaisies maléfiques pour imposer ses idées nauséeuses, pour revisiter tout ou partie de l'histoire. Et évidemment, il avait des attributs et intellectuels, tant intellectuels que physiques, pour pouvoir en imposer. Et c'est une réalité. Merci beaucoup Philippe Bilger pour cette anecdote. C'est intéressant en tout cas de voir les choses de l'intérieur. Merci beaucoup. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont réhabilitation, annexion et sélection. Marine Le Pen réagit au décès de son père. Bon vent, bonne mère, papa, écrit-elle. Le patron
du CRIF met en garde, lui, contre toute tentative de réhabilitation posthume. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, juge honteuses les scènes de Liesse, place de la République. Pendant ce temps, Donald Trump verrait bien le Canada fusionner avec les États-Unis. Le président élu vient de le redire. Et puis, toutes les bonnes choses ont une fin, affirme Didier Deschamps. Il raccrochera en 2026, l'année prochaine, après 14 ans tout de même à la tête de la sélection tricolore. Les vraies voix Sud Radio. La mort de Jean-Marie Le Pen ne doit pas marquer le début de sa réhabilitation, avertit le patron du CRIF, Jonathan Arfi. Au lendemain de la disparition du fondateur du FN, son camp lui rend hommage. Mais le Conseil représentatif des institutions juives de France n'entend pas occulter les dérapages antisémites. Pourtant, malgré ses sorties plusieurs fois condamnées par la justice, le maire RN de Perpignan et ancien secrétaire général du FN, Louis Alliot, assure que Jean-Marie Le Pen n'était ni négationniste ni antisémite. Je me suis beaucoup disputé sur ces questions-là, toujours sur l'affaire du détail, quoi. Voilà, donc. Mais pourquoi disait-il cela ? J'ai lu un papier ce matin d'un ami de la communauté juive qui disait que à partir de 87, il s'est senti pointé du doigt, ciblé par un certain nombre de personnalités de la communauté, et c'est devenu, je pense, ensuite une affaire personnelle entre un certain nombre de personnes et lui. Mais ça n'a jamais été l'ADN du Front National. Mais oui, je pense qu'il mettait la liberté d'expression au-dessus de tout, et qu'au nom de cette liberté, malheureusement, il a choqué beaucoup et il nous a empêchés de progresser pendant longtemps. Louis Alliot au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. À la ville, le maire RN de Perpignan fut aussi le compagnon de Marine Le Pen, aux côtés de laquelle il se trouvait quand elle a appris la nouvelle hier midi. Oui, sur une escale technique à Nairobi. Au Kenya, oui. Et il y avait des journalistes dans l'avion qui avaient eu l'information que nous n'avions pas encore. Et c'est comme ça qu'elle l'a pris. Marine Le Pen qui réagit à la mort de son père et fondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, avec ces mots écrits sur les réseaux sociaux, je la cite. « Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère. Papa Jean-Marie Le Pen sera inhumé samedi à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, alors qu'on compterait hier soir. Une foule s'est rassemblée pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, notamment place de la République à Paris. Scène de Liesse qualifiée de honteuse par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Moi, j'ai dit ce que je pensais de la scène de Liesse. Je voulais juste dire un mot sur le tweet, le post en fait de Marine Le Pen, que je trouve très politique. C'est-à-dire qu'elle est très fin. C'est-à-dire qu'elle renvoie, elle ramène son père à son rôle de père, et elle n'assume en rien cet héritage totalement, comment dirais-je, méphistophélique, hein, parce qu'il faut quand même voir qu'est-ce que c'est. Il est hors de question de réhabiliter Jean-Marie Le Pen. Non, mais elle a réussi à s'en détacher, mais jusque dans la mort, je trouve que elle le ramène à ce qu'il est, son père, et elle évite absolument d'endosser l'héritage. C'est très très bien fait. Hein. Il est très beau son message, contrairement à celui de Marion Maréchal, qui est vraiment politique. Mais il n'y a pas un truc qui vous choque, c'est-à-dire que les journalistes sont au courant avant elle que son père est mort. Louis Alliot ne le savait pas, personne ne le savait. C'est quand parce qu'ils étaient dans l'avion et que certains ont dû connecter leur Wi-Fi et qu'ils n'ont peut-être pas connecté. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû être. Je pense que Marine Le Pen a été alertée certainement, mais qu'elle n'avait pas son portable qui passait. Je pense que c'est inimaginable autrement. C'est inimaginable que l'AFP soit au courant. Allez, parce qu'on est en retard. Oui, pardon. Non, je disais que c'était un secret de polichinelle dans toutes les rédactions, qu'il était très mal en point depuis la semaine de Noël. Très très mal en point. Allez, le deuxième mot. Annexion, Donald Trump assume ses visées expansionnistes sur le Canada. Sur le Canada, mais pas que. L'appétit vient en mangeant. Le président élu des États-Unis se verrait bien aussi absorber le Groenland, le Panama, pourquoi pas. Il avait déjà qualifié le Premier ministre canadien Justin Trudeau de gouverneur, ne cachant pas d'ailleurs sa satisfaction de le voir démissionner. Annexer le Canada, oui, mais pas par la force militaire, assure Donald Trump. No, economic force. Non, par la force économique, parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. Vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée et vous regardez à quoi ça ressemble. Ce serait aussi beaucoup mieux pour la sécurité nationale. Donald Trump qui dit aussi vouloir au passage changer le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Il trouve ça aussi que ce serait plus joli. Qu'est-ce que vous faites bien la voix de Donald Trump, je trouve. Oui. Je me suis beaucoup entraîné. Troisième mot, sélection. Didier Deschamps quittera les Bleus en 2026. C'est-à-dire l'année prochaine, oui. Le sélectionneur des Bleus l'a annoncé presque l'air de rien aux côtés de Brigitte Macron lors d'un déplacement dans une poste pour l'opération Pièce jaune.
Toutes les bonnes choses ont une fin, il faut savoir dire stop aussi. J'ai cette liberté-là, je l'ai toujours eue. Ça va faire 14, ça va, j'ai fait mon temps, donc très bien, et j'ai encore du temps, puisque les échéances qui nous attendent jusqu'à l'été 2025, avec évidemment la rentrée, ce quart de finale contre la Croatie, et puis après la qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà, personne n'est irremplaçable. J'ai fait en sorte d'être le plus indispensable possible avec les résultats que vous savez, mais bon, ça c'est derrière. Le plus important, c'est ce qui est devant et les nouvelles échéances. Didier Deschamps, au micro de l'agence France Presse. Il a tellement été vivement Zidane. Ouais, il a tellement été comment ça s'appelle imité qu'on a toujours l'impression que c'est pas lui. Allez, merci beaucoup. Tactiquement, vous avez raison, Cécile. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Mathieu, Bruno Retailleau qui relance le débat sur le voile, soutenant son interdiction pour les accompagnatrices lors des sorties scolaires, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la loi de 2004 qui prohibe les signes religieux ostentatoires à l'école est suffisante ou faut-il aller plus loin? Et à cette question, le port du voile lors des sorties scolaires doit-il être prohibé? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir sans prohibition? C'est au 0826 300 300. Et Nicolas Cadenne est avec nous, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et auteur de 2 livres qu'on vous donnera tout à l'heure. Merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas Cadenne. Merci à vous. Rapidement, est-ce que le voile est devenu trop finalement un symbole politique? Ça, c'est selon l'appréciation de chacun, mais dans les faits, ça n'est pas que ça, et ça n'est pas ça pour la majorité des personnes concernées. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300 vous attend standard. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est Jacques Pessis. Je vous souhaite une très bonne année et pour l'avenir, de très bonnes années. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. On n'a pas le droit de parler du jeu de Liverpool. Dans cette émission, on n'est que dans la frustration et la castration. Je le dis tout de suite. Hein. Bon, voilà, c'est tout. Vous avez vu comment joue Liverpool en ce moment? C'est sublime. Françoise, il y a les voix du foot déjà, c'est à 20h. C'est à 20h avec tonton Mauricio ce soir. On a des gens aujourd'hui qui viennent d'arriver à l'instant, donc qui ne savent même pas de quoi on parlait. Non, on parle de football. Donc il faut replacer qu'on vient d'annoncer effectivement que notre DD national quitte l'équipe de France en 2026. Voilà. Et donc d'où cette conversation en interne, machin truc. Bon bref, je vais pas raconter tout ça parce qu'on s'en fout. On espère que ce sera fin juillet, comme ça on aura gagné la Coupe du Monde. Ah bah oui, il a dit qu'il partait après la Coupe du Monde. Il n'a pas dit je pars après avoir gagné la Coupe du Monde. Non mais moi je souhaite qu'on la gagne, c'est tout. Ça c'est les journalistes en fait. Je rajoute des trucs à l'intérieur. Ça dépendra de l'arbitrage. Ça y est, les affaires en main. La mauvaise foi dans le foot, c'est fou. Allez, soyons courtois avec notre invité tout de suite, le grand débat du jour. Oui. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. On retombe sur une lubie idéologique de la droite, mais aujourd'hui le port du voile est déjà réglementé par la loi de 2004, mais les accompagnantes ne sont ni des élèves, ni des agents du service public. Au nom de quoi voulons-nous imposer des contraintes liées à une fonction à des personnes qui n'exercent pas cette fonction? Pour moi, c'est l'école hors les murs. Or, la loi de 2004 concerne l'école dans les murs. La vérité avec cet article, c'est que vous cherchez à instrumentaliser une nouvelle fois la laïcité avec ce petit fumet de racisme permanent qui entoure vos propositions sur la laïcité. Je vois bien qu'il y a une difficulté sur ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est un principe qui est un principe fondamental. Le ministre de l'Intérieur donc suggère d'interdire le port du voile pour les accompagnatrices lors des sorties scolaires, affirmant qu'il s'agit d'une extension des principes de l'école républicaine, même hors les murs, selon l'ancien leader des sénateurs LR. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure pourrait aider à lutter contre le communautarisme? Et à la question du jour, le port du voile lors des sorties scolaires doit-il être prohibé? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour nous éclairer, Nicolas Cadenne est avec nous, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, auteur de La laïcité pour les nuls, et je vais l'acheter parce que ça va bien m'aider. Et on finira avec des idées fausses sur la laïcité aux éditions de l'Atelier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bilger. En réalité, je vais essayer d'aller vite. Il n'y a qu'une alternative possible. Ou bien on considère que la solution
solution proposée par Bruno Retailleau est la bonne, c'est-à-dire que on ne finance pas, on décide de supprimer le voile dans les sorties scolaires comme dans le sport. Ou bien l'autre branche de l'alternative, j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours, impose un certain nombre d'interrogations, peut-être même d'hésitations. En effet, mon premier mouvement serait de dire c'est bien, il n'y a pas besoin d'accompagnatrice scolaire voilée. Mais par diverses expériences dont on m'a rendu compte, je me suis aperçu, ça n'est pas très original, que dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de sorties scolaires, il y a des accompagnatrices voilées qui s'accordent parfaitement avec d'autres qui ne le sont pas et qui vivraient mal pour celles-là le fait d'être ostracisées, et peut-être si elles l'étaient, alors elles regagnerait une conception de l'islam beaucoup plus dure que celui qu'elle pratique en accompagnant ses enfants. Donc, la seconde branche de l'alternative est beaucoup plus complexe et j'avoue qu'elle m'interpelle. Je ne saurais pas avoir un avis très net là-dessus. Moi, j'ai un avis très net. Je pense qu'on ne va pas ressortir ces vieilles lunes. Il n'y a pas de commune mesure. Ou alors, vous allez directement dans la lubie du Rassemblement national. C'est-à-dire que vous interdisez le voile dans tout l'espace public. Écoutez, on est une république solide. Je pense qu'on a quand même la capacité d'encaisser le fait qu'il y ait des mamans qui portent le voile et qui accompagnent leurs enfants. En quoi est-ce un problème, à part un irritant idéologique insupportable pour toute cette partie-là de la droite, qui va jusqu'à l'extrême droite, en quoi est-ce un problème d'avoir des mamans qui accompagnent leurs enfants ou des enfants avec leur voile? Quel est le problème? Mais écoutez, moi je sonde pas les cœurs et les reins, d'accord? Je sais très bien, je connais parfaitement le discours sur l'offensive politique de l'islam avec le voile, etc. Il y a toute une partie des femmes 40, 50 ans, 60 ans qui ne sont pas dans cette offensive, qui portent le voile parce qu'elles portent le voile, parce que voilà, c'est leur tradition, d'accord? Donc vouloir arrêter une offensive fantasmée politique, alors qu'elle est ailleurs, l'offensive politique, elle existe vraiment dans les quartiers, mais pas là-dessus, c'est pas le bon moyen, tout simplement. Sébastien Ménard. C'est extrêmement compliqué parce que moi, je m'étais rangé, voilà quelques années, à la position de Françoise de Gois. C'est peut-être mon centrisme assumé qui m'obligeait à être un peu modéré. La vérité aujourd'hui, et la vérité pour la formule consacrée, la vérité m'oblige à vous dire aujourd'hui, moi je suis contre le voile à l'école, dans les murs et hors les murs. Voilà. Donc dans l'espace public. Moi j'ai un problème avec l'interprétation que l'on doit en faire les femmes voilées, même si c'est un choix, même si c'est une mode, c'est quelque chose qui vient, je dirais, couvrir une partie de la liberté des femmes. Voilà, pour moi la liberté, elle est sans limite, en tout cas dans un pays démocratique et dans une république comme la France. Et donc, quelque part, à un moment donné, si on décide de dire que le voile n'est pas une bonne chose pour la liberté des femmes libres, en France et au-delà, on ne peut pas tolérer cela. Voilà, on ne doit pas tolérer cela. Et donc, on va jusqu'au bout. Alors, Sébastien, ça veut dire qu'on va dans l'espace public, si tu considères que le voile est un instrument de non-liberté des femmes. Tu vois, c'est ça le problème. Mais je ne suis pas le seul à le considérer. Non, mais je ne te pose pas la question. Je te dis, si tu vas jusqu'au bout... Mais on n'est pas obligé, François. Pourquoi ? Mais je on va faire réagir notre invité. C'est voilà. Donc moi pour conclure, c'est que j'ai eu des positions quand j'étais beaucoup plus jeune, quand effectivement je militais à droite, pas à la droite de la droite, à droite. J'étais très dur avec ça. Je me suis assoupli, je me suis assagi, et finalement après on revient aux fondamentaux. Nicolas Cadenne, on rappelle que vous êtes ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, auteur de La laïcité pour les nuls et on finira avec les idées fausses sur la laïcité, publié aux éditions de l'Atelier. Est-ce que faire l'école hors les murs, ça peut se comprendre, comme le dit Bruno Retailleau, puisque une sortie scolaire, on n'est plus dans les locaux, mais on est quand même dans une activité éducative. Et sous la responsabilité des enseignants, voilà.
Monsieur le ministre confond un peu tout. En fait, il faut rappeler ce qu'est la laïcité déjà. La laïcité, ça garantit, ça assure la liberté de culte. C'est le premier article de la loi de 1905. Ça garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, d'exprimer des opinions, etc. Pour tous les citoyens de ce pays. Ensuite, via la loi de 2004, ça demande aux élèves un fort devoir de discrétion. Ça les oblige en effet à ne pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse, donc pas de signes ou de tenue ostensibles, c'est-à-dire visibles de toutes et tous. Ça concerne les élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jeunes, ils sont enfants, adolescents, dans une phase d'apprentissage des savoirs, et donc on considère qu'il est important, quand ils sont élèves des écoles publiques, qu'ils soient préservés d'influences diverses, pour développer leur libre arbitre, leur esprit critique et leurs propres opinions à un âge donc où ils acquièrent les bases du savoir, les fondamentaux. Ça, c'est la première chose. En revanche, les adultes ne sont pas concernés par cette mesure et je tiens à rappeler que les élèves, qu'ils soient dans l'école ou hors de l'école, ils sont concernés par cette mesure dès lors qu'ils sont en situation d'élève. C'est-à-dire que pendant les sorties scolaires, les élèves sont toujours soumis, bien sûr, à la loi de 2004. Ensuite, les adultes, non, la neutralité, la laïcité, elle ne suppose la neutralité que pour ceux qui exercent le service public, c'est-à-dire ceux qui représentent l'administration publique pour assurer un traitement égalitaire de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance. Et elle garantit la liberté aux autres d'exprimer des opinions dès lors qu'ils ne s'opposent pas à autrui, dès lors qu'ils ne perturbent pas le bon fonctionnement du service public. Donc les parents accompagnateurs, et le Conseil d'État l'a déjà rappelé plusieurs fois, eux, ils ne sont pas dans l'exercice du service public. Ils sont là uniquement pour apporter une aide ponctuelle bénévole, pour prendre la main et traverser la rue, monter dans un bus, mais ils ne peuvent pas, par exemple, commenter un tableau qui serait visité dans un musée lors de la sortie scolaire, parce qu'ils ne sont pas dans l'exercice de la mission de service public, de l'éducation nationale. Ça relève uniquement de l'enseignant, du professeur, qui lui est parfaitement soumis à un strict devoir de neutralité, pas de signe du tout. Les parents, ils sont là juste pour aider et donner un coup de main pour des raisons de sécurité. Évidemment ils ne peuvent pas avoir un comportement prosélyte, ils ne peuvent pas imposer aux élèves qu'ils accompagnent ou aux professeurs quelque conviction que ce soit ou croyance que ce soit, et s'ils le faisaient, ils sont déjà passibles d'une sanction, d'une interdiction, ils ne pourront plus participer à la sortie scolaire. Donc effectivement, la laïcité ne suppose absolument pas que ces parents ne puissent plus avoir aucun signe, que ce soit un foulard, une kippa, que sais-je, une croix. Ils peuvent venir parce qu'ils sont parents et juste pour donner un coup de main. Ça n'a rien à voir avec le service public de l'éducation nationale qui, lui, effectivement, est soumis à un strict devoir de neutralité et qui est géré par les enseignants et les élèves, eux, qui sont soumis à la loi de 2004, à savoir un fort devoir de discrétion. Philippe Bilger veut réagir. Questionner, en l'occurrence. J'ai bien compris votre raisonnement et vous êtes un spécialiste de la laïcité. Est-ce qu'à votre avis, considérer qu'une femme voilée, même sans faire du prosélytisme, induit tout de même une certaine forme de comportement qui ne brille pas par la liberté qu'on laisse à l'accompagnatrice? Est-ce que ça ne poserait pas un problème tout de même? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des exemples implicites qui pourraient être pris en compte et qui pourraient être nuisibles pour les enfants? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, de tout ce qui ressort du terrain des établissements scolaires eux-mêmes, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de constat de prosélytisme majeur lié au port du voile. En revanche, il peut y avoir parfois des comportements prosélytes, mais par des femmes qui portent un voile ou par d'autres personnes qui portent autre chose. Et là, en effet, il y a sanction possible et il faut sanctionner. Mais c'est pas le signe du voile en tant que tel qui signifie forcément qu'il y aura des problèmes. En tout cas, c'est pas du tout ce qui remonte du terrain. Il n'y a pas de problématique sur ce sujet. C'est-à-dire que les directeurs d'établissement, les enseignants ne demandent pas du tout à ce qu'il y ait une interdiction à ces mamans faite, parce qu'en plus, comme ça a été dit, et comme vous l'avez dit vous-même, le résultat serait contre-productif, effectivement, puisque ça les exclurait davantage de la communauté éducative, alors que là, elles participent à la vie éducative avec des parents d'autres horizons, avec des élèves de tous horizons, et donc ça permet finalement la cohésion sociale. Donc ce serait contre-productif, en effet, que de les renvoyer dans un repli potentiellement communautaire. Donc effectivement,
Si on veut lutter contre le repli communautaire, si le ministre de l'Intérieur veut lutter contre le repli communautaire, il faut surtout pas faire ça. C'est tout à fait l'inverse. Et ce qu'il devrait faire, s'il veut vraiment défendre la laïcité à l'école, c'est renforcer la mixité sociale. C'est que les publics scolaires à l'école soient beaucoup plus mélangés. Aujourd'hui, il y a des atteintes à la laïcité essentiellement dans des établissements où vous avez des publics scolaires très homogènes, où ils viennent des mêmes quartiers populaires, par exemple, avec la même confession. Et donc là, forcément, quand vous êtes une population homogène, vous avez des replis communautaires. C'est logique. Donc, ce qu'il faut faire, si on veut vraiment lutter contre ces atteintes à la laïcité, eh bien, c'est mélanger les publics scolaires et créer de l'interaction sociale. Partout où ça a été fait, ça a fonctionné. Il y a eu une chute des atteintes à la laïcité. Sauf que ça demande du courage politique. C'est plus long, c'est du moyen et du long terme que de mélanger les publics scolaires. Il faut convaincre les parents, il faut leur faire comprendre qu'ils n'aient pas peur d'avoir un niveau qui baissera, parce que ce n'est pas le cas quand c'est bien fait. Et c'est plus complexe que de dire on va interdire. On part au 0826 300 300, direction Rouen. Bonsoir Basile. Bonsoir. Alors, vous en pensez quoi, vous ? Il faut interdire le voile dans les sorties scolaires ou pas ? Ouais, écoutez, moi je pense que c'est un manque total d'originalité du ministre de l'Intérieur de faire diversion, alors qu'il fait partie d'un gouvernement qui est à bout de souffle, qui va être censuré, je pense, bientôt, ou même peut-être destitué. Maintenant, moi je trouve que M. Cadenne a très bien résumé la situation. Ce ne sont pas des personnes qui sont salariées par le service public qui vont le représenter, mais ce sont des femmes qui sont soucieuses visiblement de l'éducation de leurs enfants, qui ont confiance en l'école publique et qui l'accompagnent lors de sorties scolaires. C'est quoi la suite ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on va choisir les sorties scolaires et qu'on va interdire à une personne d'un musée de la Shoah de porter une kippa ? Est-ce qu'on va interdire à une personne au musée des Beaux-Arts qui vous présenterait une section particulière de porter un voile ou quoi que ce soit ? Ça devient complètement n'importe quoi. Donc aujourd'hui, la loi 2004, elle concerne les enfants, pas les gens qui accompagnent et qui sont visiblement soucieux de la bonne éducation de leurs enfants. Alors Basile, si je puis me permettre, parce que je ne donne jamais mon avis, moi, au-delà de la religion, je n'aurais pas envie, si j'avais des enfants, qu'ils partent, en tout cas, à l'extérieur de l'école avec des femmes voilées. Parce que moi, c'est pas une question de religion, c'est une question de liberté de femmes. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à l'Iran, à l'Afghanistan d'enlever les voiles et d'applaudir les femmes qui enlèvent leur voile pour accepter que nous on fasse ça en France. Il y a un moment donné, il y a une dichotomie et ça n'a rien à voir avec la laïcité me concernant. Pardon, allez-y. Sébastien et Nicolas Cadenne. Nicolas Cadenne voulait parler. Non, moi je vais vraiment insister. Encore une fois, je fais partie de ceux qui n'ont pas été pro-voile, qui avaient mis de l'eau dans leur vin, qui étaient parfaitement alignés sur cette loi de 2004, sur ce que M. Cadenne est en train de dérouler. La réalité, c'est qu'on sait que quand vous nous dites, M. Cadenne, que il faut au contraire ouvrir, assurer une mixité, etc., pour ne pas exclure un peu plus, etc., c'est exactement les arguments utilisés par les islamistes et les barbus dans certains quartiers. Voilà. Donc moi j'en viens, Monsieur Cadenne. C'est qu'à un moment donné, je ne conceptualise pas tout ça. Vous voyez, j'ai jamais milité à la droite de la droite. J'ai toujours été extrêmement tolérant. Je fais partie de cette génération black blanc beurre où qu'on soit juif, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman, il y avait ce qu'on appelle la cofraternité et ça existait pour de vrai. Mais le voile aujourd'hui en France n'est pas un bon message pour les libertés individuelles et évidemment pour l'égalité homme-femme. Nicolas Cadenne. Je voudrais préciser une chose. Alors, tout d'abord, je vous assure que non, les rigoristes islamistes sont pas du tout favorables à la mixité sociale. Les salafistes, par exemple, c'est un courant dur de l'islam. Pour le voile à l'école ou pour le voile dans les sorties scolaires, bien sûr que oui. Sébastien, on est en retard. Bien sûr que oui. Donc attention, ils ne sont pas du tout favorables à ce mélange, à cette interaction sociale. Ensuite, sur le deuxième point, et pour aussi répondre à ce qui vient d'être dit, il faut, je crois, faire une distinction. C'est-à-dire que la laïcité et la loi en général, dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement. En revanche, évidemment qu'il peut y avoir un débat d'idées sur ces questions. Donc, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai scindé les deux, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. C'est pas à la loi d'interdire ce genre de choses. En revanche, il peut y avoir des débats d'idées avec ces femmes, avec les premières concernées. D'ailleurs, souvent, c'est pas le cas. Vous remarquerez que très souvent, on débat de ça, mais sans les personnes concernées, en l'occurrence, ces femmes qui portent le foulard ou le voile. C'est dommage. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un débat d'idées. C'est légitime dans une démocratie. Et c'est pas à la loi de traiter parce que dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement. Et pour ma part, effectivement, je défends en effet le droit en Iran et ailleurs et en Afghanistan de ne pas porter le voile. Mais ces mêmes mouvements de femmes en Iran disent
qu'elles sont autant pour que celles qui peuvent le porter, celles qui ne le portent pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas opposées à ce que des femmes le portent. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut garantir la liberté de choix. Et effectivement, l'article 31 de la loi de 1905, par exemple, est un article, on l'oublie, qui va permettre de sanctionner les personnes qui imposent à autrui une pratique cultuelle, mais qui sanctionne aussi les personnes qui empêchent autrui d'avoir une pratique cultuelle. C'est le bon équilibre de la laïcité. Merci beaucoup, Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et auteur de La laïcité pour les nuls, et en finir avec les idées fausses sur la laïcité aux éditions de l'Atelier. Merci beaucoup. Basile, vous restez avec nous. Vous allez pouvoir jouer dans quelques instants avec nous au Qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix autour de cette table. Françoise Degois avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard, avec Philippe David bien entendu, et avec Basile. Basile, vous êtes là ? Toujours là. Voilà, Basile, c'est à vous, mon cher Basile, de lancer le jeu. Allez-y. Eh bien, c'est parti pour le dérapage. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Dérapage, vous allez un petit peu fort. On va s'engueuler, en tout cas, c'est sûr. Question, qui c'est qui l'a dit à 3 points. On ne peut pas nous faire des promesses, ne pas les tenir et ensuite venir caresser le cul des vaches. Basile. Oula, C'est pas un homme politique. Bah, c'est le évidemment. président de la FNSE. Non mais vous êtes au courant que l'auditeur répond en premier, François? Je pensais qu'il n'avait pas trouvé. Arrêtez. Alors c'est parti. Oui, c'est le président de la FNSE, là, Patrice Arnaud Rousseau. Non mais c'est moi qui l'ai dit. Non, arrête. Bon, on va dire président de la FNSE. Arrête. Je vous mets les 3 points. Prenez exemple sur moi, ma chère François. Arrêtez de parler tout le monde en même temps, on ne vous comprend pas ce que vous dites. Allez, Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la mort de Jean-Marie Le Pen? Les scènes de liesse disent quelque chose d'assez dégradant, Basile. C'est un ministre. Bruno Retailleau. Le Cornu. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Ministre des Armées, Et Sébastien. c'est un autre Sébastien. Le Cornu. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Pour déverrouiller la situation politique, le départ d'Emmanuel Macron serait la meilleure solution. Ils sont beaucoup. Basile. Mélenchon. Non. Montpart. Mathilde Panot. Non. Louis Alliot. C'était ce matin sur Sud Radio, en plus. 3 points pour Sébastien Ménard, qui a dit qu'elle a gagné. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la dissolution? Je pense que c'est l'histoire qui donnera en fin de compte le sens de cette dissolution, s'il fallait la faire ou ne pas la faire. Moi, j'ai suivi son raisonnement, il me l'a expliqué. Je sais. Oui, mais attendez, Basile. Brigitte Macron. Bonne réponse de Françoise Degois. Bah là, 6-6. Hein. Allez. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. J'ai fait mon temps. Basile. Facile. Le frère de l'équipe de France. Bravo. Didier Deschamps. Bonne réponse. C'était la seule qui... C'était la seule que je connaissais. Qui c'est qui l'a dit, Basile, à 3 points sur les apéros géants pour la mort de Jean-Marie Le Pen? Je ne suis pas choqué par cette jeunesse qui emmerde le Front National. Basile. Philippe Poutou. Sandrine Rousseau. Bonne Mathilde Je la Panot. supporte pas. On s'en fout. Non mais Il n'y a pas de jugement de valeur, on fait un jeu. j'ai le droit. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur les menaces de Donald Trump sur le Groenland. Nous sommes entrés dans une époque qui voit le retour de la loi du plus fort. Basile. Justin Trudeau. Non. Dominique de Villepin. Non. C'est un ministre. Non, Jean-Noël Barrot. Bonne réponse, il a été plus rapide. Il a là. été plus rapide que moi. Jean-Noël Barrot. Allez. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? La guerre contre le totalitarisme islamiste est un combat de civilisation. Basile. Manuel Valls. Non. L'autre Taillot. Bonne réponse de Françoise Degois. Alors Eh ben, Attends, tu peux c'est pas pas encore suffisant. Y a 12 pas points encore pour Sébastien Ménard, Non, c'est 9 fini. points pour vous, 3 points sur Basile. Et avis de recherche pour Philippe Bilger qui a déclenché une grève du zèle. Je sais pas. Mais je suis battu sur le plan de la rapidité. Ah ouais, Moi, c'est vrai. j'essaye même plus. Vous avez vu la couronne? Basile, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Bonne Merci à année vous. encore à vous. Dans un instant, vous ne bougez pas, le journal et puis Rémi André avec le bulletin météo et Philippe David. Je vais pousser un coup de gueule sur François Bayrou. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Oh, a dit Philippe Bilger. Eh ben, vous allez voir. Eh ben, vous allez voir, ça c'est du teasing. Attention, vous allez voir. Du teasing. À tout de suite.
c'est Céline Alonso. Je vous souhaite une bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Avec les soldes but, Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ensemble jusqu'à 19h autour de cette table. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous, 0826 300 300. Aude vous attend au standard avec une joyeuseté, comme pourrait dire Philippe Bilger. Et... Non mais Aude, franchement. Enfin, Aude. Ma chère Cécile. Ah oui, pardon, j'avais pas fait le lien. Pardon, excusez-moi. Non, mais vous avez compris autre chose. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Oui, je vais le pousser sur François Bayrou. Vous poussez qui vous voulez. En mais attendant, au 0826 300 300, on écoute vos messages. Bonjour, je m'appelle Michael, je suis professeur d'espagnol en région parisienne dans un collège. J'ai demandé hier au principal du collège si quelque chose était prévu pour commémorer les attentats du 7 janvier 2015. Et j'ai eu pour toute réponse du principal l'interdiction d'en parler à mes classes. Voilà, donc on met la poussière sous le tapis, on n'en parle pas, on a peur, et puis finalement, eh bien, on fait le jeu des islamistes qui veulent nous faire taire. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec cette politique de l'éducation nationale notamment, et ça ne m'a pas empêché d'en parler aujourd'hui parce que c'est notre devoir en tant qu'enseignant de rappeler notre lutte contre l'islamisme en France. Voilà. Merci beaucoup, Michael, pour ce témoignage très courageux, hein, Philippe Bilger. Oui, je pense que heureusement, ça ne s'est pas passé dans tous les établissements. Certains ont dû faire ce qui convenait. Et j'aime bien la réaction de notre invité qui, lui, a fait ce qu'il devait faire. Et le pas de vague continue. J'aurais aimé qu'il nous explique pourquoi. C'est-à-dire qu'il nous explique quelle raison a donné le principal ou le proviseur pour ne pas en parler. Parce que là, moi, je suis gênée. Il n'en a peut-être pas eu de raison. Hein. Si, c'est obligatoire, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir. On reste dans le non-dit et le flou. C'est-à-dire que là, sujet, quoi. Non, mais ça ne me convient pas. C'est-à-dire que ce témoignage, moi, j'aimerais qu'il nous rappelle, cet auditeur, qu'il nous explique vraiment quelle est la raison. Je veux des points sur des i et des barres sur des t. Ça doit être hors sujet. Le professeur a dû dire. Eh bien, Franck, il peut nous relaisser un message. Michael, il nous laisse un message. Il nous dit comment un chef d'établissement peut justifier un truc pareil. Voilà. Je veux entendre la justification du chef d'établissement telle qu'elle a été donnée à ce professeur. Et ben voilà, le message est lancé, Michael. Vraiment, avec plaisir, faites-le. Ouais, si vous entendez ce message, vous pouvez nous rappeler au 0826 300 300. On sera ravis de vous accueillir. Allez, restez avec nous dans un instant. Philippe Bilger. Non. Philippe David. Ben non. J'ai dit Bilger. Oui. Non, c'est parce que je l'aime d'amour, c'est pour ça. Ah bah écoutez, c'est une information. Oui. Ça me fait plaisir. Non, mais je vais vous faire une confidence. Vous avez bon goût. Ouais, mais vous aussi, Philippe. Mais moi, j'aime tous les gens d'amour, les gens avec lesquels je travaille, parce que nous avons la chance de travailler avec des gens formidables. Je le confirme. Donc, que ce soit à l'antenne vous et atténuez un peu votre De toute façon, le principe de l'humain, c'est qu'il n'est jamais content. Allez, dans un instant, ça va être le cas de Philippe David. Le coup de gueule, ça va être sur François Bayrou. On s'en fout complet. C'est Jean-Luc Moreau. C'est Laurence Perrault. Nous vous souhaitons une bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec, on peut dire, une tablée absolument sympathique, même très sympathique ce soir, même si nous sommes mercredi, n'est-ce pas Cécile de Ménibus, n'est-ce pas Philippe Bilger, n'est-ce pas Françoise Degois, et n'est-ce pas Sébastien Ménard? Tout à fait. Voilà. Vous voyez, il est au moins d'accord avec moi. Il y en a un. Ça y est. Il vous en faut peu. Vous avez remarqué qu'il ne sait pas faire simple en fait. Oui. C'est pas bien. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. On est là de ce soir. Absolument. Et avec Philippe David qu'on applaudit. Merci. Moi je vais le faire aussi.
Allez. Évidemment, Françoise Bilger, j'ai fait dire Françoise Degois et Philippe Bilger. Il n'y a pas eu de changement de... Non, je voulais... Allez, en parlant de Philippe David, c'est à Philippe de parler. Au revoir. Les vraies voix Sud Radio. L'âge de départ, que vous dit le Premier ministre? La question, il nous dit que la question de l'âge, elle est sur la table et que tous les sujets pourront être abordés. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris, où se trouve l'hôtel Matignon. Pourquoi Matignon? Parce qu'à en croire Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, que vous venez d'entendre, la question de l'âge de départ à la retraite serait sur la table selon François Bayrou. Une info pour le moins surprenante, quand on sait que la France est au bord de la banqueroute, qu'elle n'a pas de budget et qu'un abandon de la réforme des retraites serait une catastrophe tant économique que politique. Une catastrophe économique puisqu'elle causerait inéluctablement une nouvelle dégradation de la note de notre pays avec la hausse d'intérêt des taux d'intérêt qui va avec. Alors que le pays n'a ni budget ni majorité, on imagine que les prêteurs qui accepteront de prendre le risque le feront au prix fort si nous trouvons encore des gens pour nous prêter, vu l'incurie de la gestion de l'argent public depuis 50 ans. Rappelons simplement que sur les 1000 milliards de hausse de la dette publique depuis l'arrivée de Macron au pouvoir en 2017, la moitié est due aux retraites. Une catastrophe politique car cela consisterait à passer par pertes et profits la seule réforme réelle, bien qu'insuffisante tant qu'elle a été faite à minima, des 7 années d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Une catastrophe morale car faire croire aux Français, avec l'augmentation de la durée de vie, qu'on va pouvoir continuer à travailler moins longtemps que nos voisins, alors que l'Italie baisse le montant des retraites de 2% et va faire passer l'âge minimal de départ à 69 ans et 6 mois en 2050, est une promesse aussi démagogique qu'intenable, sauf à payer des retraites de misère à tout le monde. Alors je sais, ça fait des années qu'on achète la paix sociale à coups de milliards empruntés, mais si pour le Béarnais Henri IV, Paris valait bien une messe, on peut légitimement espérer que pour le Béarnais François Bayrou, le courage politique vaudra bien une censure. La fin est magnifique, mais je pense que François Bayrou, et il n'y a aucune raison de douter de la relation qu'a faite Marie-Lise Léon, est obsédé par le besoin d'avoir un accord avec le PS, et en dépit des critiques légitimes que vous faites. Oui, alors après, on ne va pas recommencer sur le débat sur les réformes des retraites. D'ailleurs, je suis assez étonné de vous entendre parler comme ça. Vous avez été vous-même un des plus grands contempteurs de la réforme telle qu'elle était présentée. Quand on a eu qu'elle n'allait pas assez loin. Des mois et des mois, nous avons eu des mois et des mois de discussions sur ces plateaux. Nous avons 85% des Français, y compris l'électorat Macron, opposés à cette réforme des retraites, à l'incurie de ce texte qui était complètement délirant. Vous avez été le premier à monter sur vos tours quand quand c'est passé au 49.3. Écoutez Philippe, ça fait des années qu'on fait l'antenne ensemble, donc je sais quelles sont vos positions quand même. Donc voilà. Donc moi je veux bien qu'aujourd'hui, au gré des vents et de je ne sais quel vent, vous nous serviez, si vous voulez, un réquisitoire comme ça. La réalité, c'est que s'il y a une conférence sociale, si la réforme des retraites est suspendue, le temps de la conférence sociale, c'est-à-dire le temps de refaire un texte qui tienne à peu près debout, eh bien ça coûte, on l'a tous calculé, ça coûte 1 ou 2 milliards, d'accord? Donc, est-ce que ça peut permettre de s'assurer une stabilité politique? Moi, je suis désolé, je signe et je dis banco. Sébastien Minard. Alors, je suis un peu d'accord avec Françoise Degois. C'est qu'on n'est plus. Excusez-moi, Françoise, pour une fois que je suis d'accord avec vous. Voilà. Vous racontez beaucoup de bêtises. Je le dis, je le dénonce aussi, mais là, pour le coup, vous êtes plutôt dans le vrai. Non. Ce que vous montrez du doigt, et vous avez raison, c'est la manière habile. Et qui a raison, la manière habile dont François Bayrou va proposer, en tout cas, l'analyse du détricotage de la réforme des retraites. Voilà, on sait aussi pourquoi le système social français a besoin d'une réforme des retraites. Voilà, je partage pas tout à fait ce que vous racontez. Parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler dans un monde moderne jusqu'à 69 ans en bonne santé. En tout cas, si c'est vrai pour vous, ça sera pas vrai. Ça sera pas vrai pour la majorité des gens. Ça sera pas vrai pour la majorité des gens. Mais voilà. Alors, est-ce que quelque part cette espèce de concorde qu'on cherche politiquement depuis quelques mois vaut 1 ou 2 milliards, même si c'est choquant, autour d'un texte qui a été évidemment mal dealé, mal
mal négocié, mal voté, je l'ai dit. et qui fait pas l'unanimité dans notre pays. Bon, moi je suis pas contre lui, je suis pas. Non mais le texte contre lui, mais il fait pas en tout cas l'unanimité pour lui, c'est certain. Est-ce que dans un grand pays, dans une grande démocratie comme la France, on peut re-regarder un truc pour lequel 85% des Français sont pas d'accord? Ça me paraît pas, même si ça coûte 1 ou 2 milliards, complètement déraisonnable. Voilà. Pour une stabilité politique, bien sûr. Voilà, le réquisitoire et puis c'est tombé. Ça y est. Vous auriez dû me donner la parole avant. Hein, oui, c'est sûr, pour écouter Françoise de Gaulle. Je me dis, allez-y, continuez, que j'aurais pas dû vous la donner du tout, peut-être. Oh là là. Censure. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu, le porte-parole du gouvernement, cite Jean-Marie Le Pen pour critiquer ce qui fête sa mort. Des scènes de liesse déjà qualifiées de honteuses sur les réseaux sociaux par le ministre LR de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Position similaire de sa collègue porte-parole du gouvernement lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres. Sophie Primas a même cité donc Jean-Marie Le Pen lui-même pour critiquer ces manifestations. Quand Jacques Chirac était décédé, Jean-Marie Le Pen avait tweeté la chose suivante: mort, même l'ennemi a le droit au respect. Donc je reprends ces mots pour avoir été une chiracienne, pour avoir combattu beaucoup Jean-Marie Le Pen sur ses positions, sur son comportement, sur ses déclarations. Je crois qu'aujourd'hui, mort, il a le droit au respect et sa famille à nos condoléances républicaines. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement ce matin, et décidément la posture à adopter face à ce décès de Jean-Marie Le Pen suscite bien des controverses depuis hier, puisque la réaction du Premier ministre François Bayrou est au contraire jugée trop complaisante par la gauche, une figure de la vie politique française. Un combattant, avait écrit le chef du gouvernement hier midi en évoquant simplement des polémiques pour évoquer les dérapages racistes, négationnistes ou bien antisémites de Jean-Marie Le Pen. Polémique, une façon d'édulcorer la gravité de ces sorties condamnées par la justice, a réagi le socialiste Jérôme Guedj. Le respect pour les défunts ne doit pas conduire à la cécité sur son parcours, avait notamment ajouté l'insoumise Manon Aubry. Alors, qu'à cela ne tienne, pour répondre à tout ça, François Bayrou a repris, figurez-vous, sa casquette de prof de lettres classiques pour justifier auprès de Libération l'emploi de ce mot polémique. Non, ce n'était pas un euphémisme, dit le Premier ministre. Il s'en réfère à l'étymologie grecque du terme polémique. Pour le prouver, ça vient de polémos, effectivement. Bravo Philippe Bilger. Polémos, c'est-à-dire guerre. Dire que la polémique était l'arme préférée de Le Pen, c'est la moindre des réalités. Si vous lisez le tweet, vous comprendrez que les affrontements sur le fond étaient nécessaires. Donc déroule le professeur Bayrou qui évoque cette étymologie. Guerre, vous le saurez la prochaine fois avant de vous exprimer sur des propos de François Bayrou. Il faut finalement sortir le thésaurus pour vérifier qu'il n'y a pas une racine grecque ou latine qui traîne quelque part. Le gaffio pour le latin, en tout cas, ça c'est certain. Mais non, mais parce qu'il est très. Je voulais juste dire sur Jean-Marie Le Pen, ça pose un problème à tout le monde. J'ai vu comment Libération, qui fait une tout à fait exceptionnelle pour moi, Maréchal, le voilà, et elle est incroyable, la une de Libé, mais comment Libération a posté le making-of de cette une, les discussions, vous avez vu, c'est très intéressant, les discussions. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de diversité dans la rédaction de Libé d'ailleurs. J'ai retweeté. Mais c'est autre chose. Mais non, mais ça c'est pas ça le sujet. Ce qui était très intéressant, c'était de voir à quel point même Libé, qui est quand même un journal qui s'autorise beaucoup de choses, n'arrivait pas, comment dirais-je, à trouver le bon ton pour parler de Jean-Marie Le Pen. Je voudrais juste préciser qu'il y a une photo honteuse qui a été postée sur le site de Paris Match. C'est la photo au moment où Marine Le Pen apprend la mort de son père. En fait, elle s'effondre en larmes. Cette photo a été mise en ligne sur le site de Paris Match et j'apprends à l'instant que la direction de Paris Match a demandé à Jérôme Béglé de la retirer parce que la famille est courroucée et je trouve que c'est plutôt pas mal. Les Le Pen, on les bat dans les urnes. Depuis 2002, les Le Pen n'acceptent jamais à la présidence de la République, père ou fille. Ça suffit. On ne va pas tirer des feux d'artifice. En 2027, peut-être. Mais j'en sais rien. Non, mais je dis. Nous n'en savons rien, mais on ne tire pas des feux d'artifice pour fêter la mort de quelqu'un. C'est évident. Mais c'est à l'image de celles et ceux qui l'ont organisé Place de la République. Enfin, le parti anticapitaliste qui n'est jamais quelque part avare d'une recherche de buzz, là quelque part, se vautre dans la bêtise parce que c'est ça quand vous regardez les images, c'est de la bêtise gratuite et on est dans la nullité crasse. Voilà. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que la gauche souligne le côté antisémite de Jean-Marie Le Pen, mais du côté de Mélenchon, ça les dérange pas du tout d'être avec des gens qui sont antisémites. Oui, donc à un moment donné, c'est important de le dire aussi. D'abord, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été condamné. Non, écoutez-moi, je suis assez sévère avec Jean-Luc Mélenchon pour
pour ne pas tout mélanger. Oui, Jean-Luc mais Mélenchon François, n'a vous jamais n'êtes pas été la condamné. gardienne de Jean-Luc Mais Mélenchon. je ne suis pas la On peut en gardienne, dire un je dis mot. juste qu'on ne peut pas faire ce parallélisme des formes. Oui. Jean-Marie Le Pen, Cécile dit en gros la gauche, bouh, cacaboudin, vous êtes allié avec LFI. Où est-ce qu'on est allié avec LFI? Antisémite. Pour le moment, LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Je le dis juste. Donc, on peut la pas gauche est alliée à LFI, Françoise. Mais la gauche est alliée à LFI comme elle est alliée au Vert. Et vous savez, ça s'appelle des alliances électorales. On va pas tous les jours réexpliquer. C'est pas ça le sujet. Enfin, l'antisémitisme est aujourd'hui de ce côté de l'échiquier politique, pardonnez-moi. Moi, je suis assez sévère avec Mélenchon. Il n'a pour dire- jamais été mais condamné, jamais de la vous vie, avez en raison. tout cas, parce qu'il est assez peut-être tordu. pas encore, d'ailleurs. Mais il est assez tordu pour. Négationniste quand même un peu. Mais sur le non, pas du pogrom. tout non plus. Attention aux mots qu'on emploie. ouais. Il n'est pas négationniste non plus. Donc, Sur le pogrom, quand même. Enfin, bon, écoutez. non, il a parlé de pogrom. Il Donc, c'est a pas le sujet. refusé de Moi, je parler trouve quand de- même que ce qui s'est passé de place de la terrain, République, et là, Cécile, bien je la sûr. rejoins, mais pas au même Non, endroit. il faut être équilibré. C'est épouvantable, je trouve, pour l'image de la gauche. Voilà. Bien Je sûr. pense que c'est vraiment détestable. La gauche, c'est pas ce qui s'est passé place de la République. C'est Jamais très de la vrai, vie. ça. Vous avez raison. Jamais de la vie. Ça me met en colère à cause de ça. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? Ben, je vais parler de la même chose. Ouais, C'est d'accord, navré. très bien. Non, c'est pas grave. Françoise Degois sur. Je vais parler de Mark Zuckerberg et du séisme politique provoqué par sa déclaration hier. Et Sébastien Moi, Ménard. je vais parler des différents avis de tempête qui tombent sur la France. Je vais parler donc de météo. Ouais. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Vous voulez commenter? Vous êtes les bienvenus. On vous attend jusqu'à 19h. C'est Jean-Marie Bordry. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025 et surtout continuer à parler vrai en 2025 comme en 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours, mais ce ne sont jamais les mêmes, forcément, autour de cette table, à part Philippe Bilger, c'est-à-dire qu'on a construit l'immeuble autour Une de lui. stabilité, tout de Bah même. oui, c'est ça. Même, je me demande si on n'a pas construit surtout le monde. une intégrité. Et c'est d'ailleurs absolue. bien dommage. Vous ne feriez bien que d'inviter Françoise et moi, plus Philippe. Et je pense que. Par contre, j'ai entendu Philippe Bilger parler d'intégrité. Oui, c'est Là, bizarre, c'est un peu- je avez été suis bouche choqué bée. Chacun son intégrité. Chacun sa définition de l'intégrité. C'est sûr, c'est tout à fait ça. C'est la vérité alternative, tu vois, c'est dingue. À géométrie variable. Avec vous, l'honnêteté, ça se compte à coup de zéro, quoi, c'est ça. Non, mais là, Attendez, ou de Philippe bonbons, David, de bonbons. c'est Philippe Bilger le procureur ou c'est vous? Ben là, je prends la place. Ah bah oui, j'ai l'impression. Attention, mais j'ai envie de dire, révisez votre droit, s'il vous plaît. Oh Et- ben, là, c'est plutôt de travers que du droit. hein. La méchanceté, on peut dire. Mais ne faites pas attention. Objection, votre honneur. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu. On va parler de politique politicienne. Ouais, je peux ne qu'être d'accord avec Ciotti. Ah bon? Ça, c'est catastrophique, Thérèse. Comment dire? Alors là, n'importe quoi. Le tour de table. De l'actualité. Et ils disent parfois des choses sensées. C'est très exceptionnel. Alors, Philippe Bilger voulait revenir sur Mediapart qui parle des hommages de la honte au sujet de Jean-Marie Le Pen. Oui, enfin, Mediapart, en effet, a parlé des hommages de la honte parce que certains n'ont pas insisté sur les transgressions antisémites, homophobes de Jean-Marie Le Pen. Mais moi, et je reprends ce qu'a dit Françoise tout à l'heure, j'ai été scandalisé par ce que j'appellerais les haines de la honte plutôt hier soir et dans toute la France. Et je le dis d'autant plus volontiers que la classe politique, en dehors de mon point de vue de Jean-Luc Mélenchon, de Boyard et de Poutou, a été dans l'ensemble assez digne dans les réactions qu'elle a eues à l'égard de Jean-Marie Le Pen en rappelant ce qu'il avait fait de mal, mais en ayant de la tenue par rapport à la disparition de cet homme. Mais ce qui m'a frappé dans l'allégresse qui succédait à la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est une dégradation supplémentaire de notre société et du civilisationnel, parce qu'il me semble que là, se réjouir collectivement de la perte de quelqu'un
de ceux qui ne sont plus, n'avoir pas la réserve et la tenue nécessaire, eh bien, ça montre une défaillance humaine bien plus qu'une transgression politique. Et ça me fait peur, parce que c'est relativement nouveau. Qu'on se réjouisse de la chute d'une dictature, rien de plus normal. Mais qu'on se réjouisse de la mort d'un homme, même, évidemment, un adversaire politique, ça révèle tout de même une décadence sur le plan de la civilisation. Non, moi je trouve pas D'autant plus pardon Françoise, en plus ils ne se rendent pas compte que cette allégresse peut aboutir en 2027 à la victoire de l'héritière de Jean-Marie Le Pen, contre lequel ils sont en train de s'enthousiasmer. Oui, enfin moi, la décadence de la civilisation, il faut quand même pas non plus monter le truc en épingle. Il y avait 10 000 clampins quand même, hein, pas plus que ça quand même, place de la République. Faut pas exagérer. Mais il y en a ailleurs en France aussi. Oui, d'accord, mais on n'était quand même pas dans les rues envahies parce que le vieux est mort. Faut pas. Il faut raison garder. Pour moi, c'est une forme d'indécence, comme il y en a beaucoup. Je veux dire, on a l'impression de découvrir la Lune. Ça me fait penser aux violences qu'il y a pu avoir dans les cortèges des Gilets jaunes, des Black Blocs. Vous savez, c'est à peu près d'ailleurs la même tendance, cette espèce d'ultra-gauche, anarchisante. Voilà, donc c'est pas non plus, pour moi, c'est pas le signe de la dégradation d'une civilisation. Je trouve que vous allez beaucoup trop loin. C'est le signe d'un manque de tenue évident, d'une volonté, comment dirais-je, un peu de chaotique, mais c'est quand même pas des raz-de-marée de gens qui se sont précipités pour tirer des feux d'artifice. Faut pas non plus exagérer, je crois pas. Voilà. Comme je l'ai dit, la bêtise se décomplexifie en fait. Aujourd'hui, de toute façon, tout est prétexte. Tout est prétexte pour se réunir, foutre le bordel et contester une certaine forme d'ordre établi. Voilà. Le bon sens aurait voulu que tout le monde garde un peu de dignité. Voilà, on peut ne pas commenter. Mais Mélenchon, il a été dit. Je suis pas d'accord avec vous. Il reste 3 minutes pour vous. On va aller vite. Françoise, vite. Rien pour vous dire qu'il y a une. Merci Sébastien Ménard. Non, je suis frappé par le mouvement et par évidemment l'argent, parce que c'est que l'argent qui est derrière là-dessus. Mark Zuckerberg, le fondateur bien sûr de Facebook, qui est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé, et qui possède bien sûr Instagram, Meta, etc. Le groupe Meta. Il a annoncé hier dans une vidéo que, en gros, il se ralliait complètement à la doctrine Musk sur la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire terminer toute l'équipe des vérificateurs d'informations qu'il avait. Il a dit finalement on a toujours trop vérifié dans ce pays, c'est fini, il faut faire comme sur X, c'est-à-dire laisser les utilisateurs eux-mêmes mettre en lumière la vérification ou pas des infos. C'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils se muskisent littéralement, donc c'est la porte ouverte. Ce qu'on redoutait va arriver également sur Facebook et va arriver sur tous les réseaux, si vous voulez, de Zuckerberg, parce qu'il est très puissant. C'est-à-dire, on va pouvoir dire tout et n'importe quoi. Ça dit surtout que Zuckerberg s'aligne sur Musk, comme Jeff Bezos d'ailleurs, le patron d'Amazon, parce que c'est Trump, parce que c'est le libertarisme et parce que c'est le seul moyen, dans cette ère du temps, d'avoir des investisseurs. Sébastien Ménard. C'est un vrai changement de paradigme. Je ne sais pas si, comme le dit Françoise Degois, nos auditeurs se rendent compte. Vous aviez jusqu'alors, moi j'ai toujours quelque part qualifié Elon Musk évidemment d'un entrepreneur visionnaire, mais c'est politiquement un doctrinaire. En tout cas, il l'est devenu. Voilà, on en discutait en aparté avec Françoise Degois. Il est passé du centre-gauche à la quasi-extrême droite. Oui. C'est un doctrinaire. Zuckerberg, ça a toujours été différent. Zuckerberg, c'est évidemment Zuckerberg. C'est toujours un entrepreneur visionnaire, lui aussi, mais qui a toujours eu, je dirais, dans l'objectif de marchander, et donc de vendre la création qui était la sienne, vos données personnelles, etc. Donc à chaque fois, il développait des outils qui correspondait quelque part à la meilleure valeur qu'il pouvait proposer en termes de services, tout en exploitant évidemment l'ensemble des utilisateurs. Là, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que le type finalement se dit, je ne sais pas si c'est bon pour le business, mais en tout cas, la tendance entre guillemets intellectuelle est en train de pivoter, et donc on pivote avec.
J'ai été frappé récemment par un professeur dans un débat qui a dit, au fond, il parlait d'Elon Musk, il dit aujourd'hui la seule manière dont cet homme va être contesté, c'est par exemple par d'autres que dans le même univers de la richesse. Il parlait des fusées, eh bien c'est Jeff Bezos qui va peut-être lui damer le pion. Et puis le deuxième élément, il parlait de les voitures électriques, il disait, eh bien c'est la Chine qui va lui damer le pion. Donc la concurrence viendra de là et peut-être ça perd d'influence. Avec un petit bémol, pardon, sur ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui Musk, il est des deux côtés de la manivelle. C'est-à-dire qu'il est du côté de l'exécutif politique. Exactement. Voilà. Et il est aussi l'un des plus grands entrepreneurs digital du monde. C'est sûr. Ça change tout à fait la donne. Il est ministre. Voilà. Sébastien Ménard, les tempêtes, les agriculteurs de plus en plus face aux intempéries, ça va devenir difficile. Je suis un peu comme vous, je regarde la météo chaque soir avant le journal de 20h et on constate effectivement, on nous annonce une tempête sur 20 départements, 19 départements, 15 départements. Pour celles et ceux qui habitent en ville ou pas d'ailleurs, on voit des arbres se coucher, on voit effectivement les conséquences du réchauffement climatique et des conséquences que ça peut avoir dans nos forêts, dans nos jardins, etc. Et moi évidemment j'ai une petite pensée actuellement pour les agriculteurs qui, avec le Mercosur, avec un certain nombre allez, on va dire de disparitions, de dispositifs un peu facilitateurs en matière de subventions européennes, etc., voient aussi, eux, très concrètement, le climat changer. Et quand je dis ça, je suis consterné. Qu'ils subissent. Oui, tout à fait. Et je suis consterné quand je vois l'état, en venant vous visiter, en prenant le TGV, etc., l'état de nos champs qui sont gorgés d'eau, avec des arbres qui tombent, etc. Je me dis, quelle solution, indépendamment du Mercosur, indépendamment des subventions, indépendamment de tout ça, évidemment, et encore une fois, on l'a déjà dit 1000 fois ici, c'est le consommateur qui choisit et c'est à nous de les soutenir. Mais face au dérèglement climatique et aux conséquences désastreuses que ça peut avoir dans nos champs de France et de Navarre, je me demande quelle réponse on va être collectivement capable d'apporter. Françoise ou Philippe? Oui, moi je suis d'accord avec tout à fait ce que vient de dire Sébastien. Je pense que nous ne savons pas, eux savent anticiper parce qu'ils connaissent très très bien, mais nous ne savons pas contrer. Je pense que ça va avoir des conséquences, bien sûr, non seulement sur anticiper 2 degrés et le lendemain 12, c'est compliqué. Vous avez vu en plus vous avez vu que dans le Jura, ça a été encore pire. En une nuit, ils sont passés de moins 23 à plus 7. Ouais. C'est-à-dire que vous avez 30 degrés d'amplitude thermique. Lui, c'est à moins 32, je crois. C'est absolument délirant. Je suis d'accord, mais après ça veut dire aussi beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on gère nous les denrées périssables, comment est-ce qu'on gère les assurances, comment on garantit quand même un revenu aux agriculteurs. C'est un vrai sujet auquel nous n'avons pas de réponse pour le moment. Merci en tout cas mes amis. Dans un instant, vous parliez d'Elon Musk. On va en parler puisqu'il fait polémique en Europe entre des accusations contre le Premier ministre britannique, le soutien à l'extrême droite allemande, une réponse cinglante à Emmanuel Macron. Musk semble intenable en ce moment. Alors parlons vrai. Est-ce que les tweets de Musk peuvent être assimilés à de l'ingérence? Et à cette question, Musk est-il devenu incontrôlable? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre avec Philippe David, ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. Ne perdons pas de temps, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une étoile est née, Elon. C'est un personnage, un gars très spécial, c'est un génie. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Citation d'Isaac Asimov, l'écrivain préféré d'Elon Musk. Elon Musk entre au gouvernement américain, nommé à la tête d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Le 47e président des États-Unis lui a fixé des objectifs clairs. Démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales.
Elon Musk qui se mêle de tout, y compris des élections en Europe. Il accuse le Premier ministre britannique de complicité avec un réseau pédocriminel, soutient le parti d'extrême droite allemand AfD et en vue des élections législatives. Alors parlons vrai, est-ce que ces tweets de Musk mettent en danger sa relation avec Trump puisqu'il touche désormais à la diplomatie américaine? Et à cette question, Musk est-il devenu incontrôlable? Vous dites non à 86%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, quel regard vous avez, vous portez sur Elon Musk? D'abord, c'est un être singulier qui me fascine, même si je ne connais pas grand-chose dans tous les domaines qui sont les siens, mais j'aime profondément les personnalités exceptionnelles. Deuxième élément, je me souviens des réserves de Françoise à propos de la tâche qui lui est confiée pour l'efficacité administrative. Je continue à penser, peut-être naïvement, qu'il pourra faire du bon travail dans ce domaine. Mais pour le reste, évidemment, je suis très étonné par la liberté absolue qu'il s'octroie et j'attends avec impatience de voir le futur. Est-ce que Donald Trump en aura assez, considérant qu'il crée plus de troubles que d'avantages dans le domaine international, et est-ce qu'il lui demandera de se taire, ou bien peut-être lui demandera-t-il de se taire pour un autre motif plus psychologique que politique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir à côté de Donald Trump un être qui est aussi tonitruant, aussi omniprésent, aussi discutable, et je pense qu'à un moment donné, le plus faible, d'une certaine manière, qui restera sur le plan politique, Elon Musk, pourra peut-être partir. Oui, parce que le plus faible, ça restera toujours Elon Musk, parce que Elon Musk a oublié une seule chose, c'est qu'en réalité, tout commence et tout finit par la politique. Il est de bon ton de dire que c'est l'argent qui domine le monde, mais en fait, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un président des États-Unis a toute puissance, ou un chef d'État, quel qu'il soit, a toute puissance, s'il décide à un moment donné sur le milieu économique. Il ne faut pas inverser les choses. Et moi, je pense que je vois bien que Elon Musk n'a pas compris cette règle du jeu. En plus, Elon Musk ne fait pas n'importe quoi. Il ne soutient pas n'importe qui. Il soutient exclusivement l'extrême droite. Quand il est capable d'annoncer une grande interview sur X, un space, ce qu'on appelle un space, avec la patronne de l'AfD, quand il charcute tous les jours ce pauvre Premier ministre britannique, allié historique des États-Unis, il est impossible, mais vraiment impossible que Donald Trump, même si on considère que ce serait un Trump sans surmoi, il est impossible que Donald Trump puisse laisser passer ça après son investiture. Ça n'existe pas, à part dans le monde des bisounours, donc, ou des rêves. Sébastien Ménard. Moi, je suis moyennement d'accord avec vous, Françoise de Gois, puisqu'on avait dit d'ailleurs sur cette antenne que Trump 2, ça serait le meilleur de Trump en pire. Avec Elon Musk, on y est. C'est-à-dire que il est cette espèce d'électron libre totalement incontrôlable. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le sondage qu'on a fait auprès des auditeurs. Il est aujourd'hui incontrôlable. Alors jusqu'à quand? Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'effectivement, la réelle politique va prendre... Et la diplomatie. Oui, mais pour l'instant, je pense que Trump s'amuse. Trump s'amuse. Il est là à bousculer les uns, à bousculer les autres, et notamment bousculer celles et ceux qui ne donnaient pas $1 sur la résurrection de Donald Trump. Donc aujourd'hui, quelque part, il a son espèce de vassal totalement ivre d'une victoire que d'aucuns n'imaginaient pas, parce que beaucoup d'observateurs en Europe n'imaginaient pas le retour de Trump. Aujourd'hui, vous avez Donald Trump 2, le meilleur de Donald Trump, on l'a dit, en pire, avec pour instrument de son divertissement, pour le bon plaisir, quelque part, de ce roi du monde, Elon Musk. Je crois pas. Si, en partie. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Non, pas totalement. Parce que d'abord, il y a. Mais un peu quand même. Peut-être j'ai été un peu rapide dans une réflexion récente où je disais que le second Trump est très différent du premier. En effet, il m'a donné l'impression pendant quelque temps d'être plus responsable, plus maîtrisé, plus présidentiel. Et puis depuis quelques jours,
il semble qu'ils reprennent un certain nombre de délires, et donc peut-être que le premier, mon Dieu, n'a pas complètement disparu, et c'est le problème d'aujourd'hui. Moi, je serais très, j'irais plutôt sur votre ligne sur la question de l'ego. Il est impossible qu'un président des États-Unis ou quelques présidents que ce soit accepte, comment dirais-je, d'avoir une sorte d'alter ego plus puissant que lui. Je ne sais pas si vous avez vu comment dirais-je, le nombre de millions de vues des tweets de Elon Musk, c'est délirant. On est sur 150, 200, 300 millions de vues. Donc on est, si vous voulez, il a une puissance, si vous voulez, il est impossible pour un homme politique, ou une femme politique d'ailleurs, de laisser perdurer ce type de pouvoir en parallèle. Et je suis d'accord qu'il lui a dit vas-y là. Moi je pense que sur cette période, il lui a dit vas-y fonce. Les correspondants des États-Unis... il serait pas incontrôlable, mais totalement contrôlé par Trump. Les correspondants des États-Unis, moi j'ai posé la question à mes copains qui sont à poste, des grandes chaînes, etc., disent non, absolument pas. Et d'ailleurs, on sent très bien que Trump commence à se crisper. C'est-à-dire que il va aussi y avoir le concours de l'échelle des perroquets. Qui c'est qui va monter le plus haut sur le barreau? C'est-à-dire que ça sera nous. Non mais Trump, le problème il est là, c'est que il ne veut pas lui voler la vedette surtout. Voilà, donc est-ce que Trump n'en fait pas des caisses à nouveau sur le Canada et le Panama pour contrer l'autre cinglé qui est quasiment en syndrome de la Tourette là? Je sais pas si vous voyez. Non mais vous avez vu ce qu'il balance à Justin Trudeau? Il lui dit hey girl, tu n'es juste qu'un gouverneur, était même plus en situation. Mais tu n'es même plus gouverneur du Canada. Et pas Premier ministre, gouverneur. Il lui dit girl. Non, girl, non mais sans déconner. Pardon, excusez-moi, mais c'est délirant. Enfin, je veux dire, il est bon voilà. Moi, je pense qu'il est complètement frappé en fait. Et donc le concours sur l'échelle des perroquets qui va monter le plus haut. Et puis à un moment donné, moi, je pense que c'est Trump qui gagne toujours. La politique gagne toujours en fait. Ça, c'est pas si certain que ça. Un mot rapide, Sébastien Ménard. Je pense que la démonstration de Françoise est presque imparable. Mais moi, je demeure convaincu que Trump est encore plus dingue que ce qu'on raconte ici. Écoutez, eh bien moi non, alors figurez-vous que moi je ne pense pas ça. Vous pensez que Trump est plus transgressif que Musk? Je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Moi je pense qu'il l'est. Moi je pense qu'il est beaucoup moins transgressif. Je pense qu'il pratique la doctrine qu'avait utilisée Nixon, ça a très bien été expliqué dans beaucoup de papiers d'analyse, la stratégie du fou, c'est-à-dire faire des déclarations folles en réalité pour faire bouger les situations. Ça c'est vrai. Et donc c'est exactement ce qu'il fait. Souvenez-vous avec la Corée du Nord, on était tous vitrifiés. D'ailleurs vitrifiés, on se dit on va finir vitrifiés au sens premier du terme. Et en réalité on a compris sa stratégie. Des déclarations folles, on se dit l'autre il va nous mettre une bombe, et puis après ils sont super copains. Et ça permet de faire réatterrir tout le monde. Et ça permet. Donc je pense que non. Je pense que Musk est totalement cintré, ça c'est vrai, mais vraiment, il est en roue libre, je veux dire, tous les chakras sont ouverts, c'est un dingue, ça peut se refermer demain aussi ailleurs, mais Trump est beaucoup plus maîtrisé que ce qu'il en a l'air. Mais voilà quand on va parler de Panama, qui portera le chapeau? Ah, pas mal. Elle est bien, elle est bien. C'est beau, c'est Merci beau, Maxime. C'est beau. Ouais, tu vas pas nous en faire une cabane au Canada. Elle a voulu mettre une veste, une canadienne. C'est ça, et puis on part tous à Groenland, c'est ça. Mes amis, la mise en scène de Roger, les costumes de Donald Cardwell au théâtre ce soir avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et avec Sébastien Ménard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Merci à nos auditeurs et merci en tout cas de nous accompagner chaque jour. Dans un instant, on va vous parler de recyclage. Et vous allez voir que la France et que les Français recyclent beaucoup et on est sur une bonne pente positive. À tout de suite.